Bonjour et merci de nous retrouver aujourd'hui à midi en plein cœur du pays d'Arles. Nous sommes au bord du Rhône, comme vous le voyez, à quelques encablures d'Arles. Et nous sommes accueillis ici par Julie Escalier, la première vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles, chef d'entreprise et en responsabilité de cet équipement, Julie, qui est absolument essentiel pour le territoire. Oui, complètement. Bonjour à tous. Bonjour Yves. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui sur le port de commerce d'Arles. Donc le port de commerce qui est un équipement géré par la Chambre de commerce et d'industrie sous concession CNR, Compagnie nationale du Rhône. Ce port, c'est plus de 300 000 tonnes chaque année qui transitent par ce port. C'est un port, ce qu'on appelle un pôle multimodal, c'est-à-dire qu'il est accessible par la mer, le fleuve et la route et le train. Donc voilà, c'est un port, c'est une belle opportunité pour ce territoire d'avoir cet équipement qui est extrêmement bien géré par les équipes du port qui nous ont reçus aujourd'hui. Et puis qui est en activité, hein, vous entendez peut-être derrière nous le bruit, en effet, des camions, de toute l'activité de ce port. Et on est bien là aux confins, Julie, à la fois de l'économie et de l'écologie, parce que ce qui est important aussi dans votre action, c'est le respect de l'environnement. Exactement, Yves. Merci pour ce rappel. Et c'est parti avec un top générique, on se retrouve dans quelques instants. Et Julie Escalier, nous accueillons donc bien sûr ici sur le port d'Arles, ce port de commerce fluvial, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles, Stéphane Paglia. Je vais vous laisser tous les deux parce qu'évidemment, dans le monde de l'économie, on a vécu une année 2020 qui a été une année qui restera dans les mémoires, une année extraordinaire au sens où elle n'était pas ordinaire. Vous avez fait énormément de choses en 2020. Vous allez maintenant nous le raconter. Oui, Stéphane, c'est une cérémonie des vœux un petit peu particulière aujourd'hui, mais il ne faut pas gâcher l'exercice de rappeler tout ce que la CCI du Pays d'Arles a fait, toujours aux côtés des chefs d'entreprise. Donc, je te laisse le soin de nous rappeler tout le travail accompli en 2020. Tout d'abord, bonjour Yves, bonjour Julie, bonjour à toutes et à tous et à tous nos invités qui sont avec nous sur le plateau aujourd'hui. Oui, une année 2020 exceptionnelle à bien des titres. On ne va pas en rajouter, je pense qu'on arrive sur la fin du mois de janvier, tout le monde a fait les vœux, tout le monde a dit à quel point cette année avait été particulière, mais elle a révélé aussi beaucoup de solidarité et beaucoup de belles actions. Et puis pour la Chambre de commerce, ça a été l'occasion pour ses membres, tous ses élus, tous ses collaborateurs, de montrer à quel point nous étions nécessaires à ce territoire, à quel point nous étions là pour accompagner les entreprises. Donc voilà, la rétrospective, c'est déjà la cellule d'appui dès le 4 mars. On a mis en place cette cellule d'appui pour aider les entreprises, les conseiller, être ce facilitateur du territoire. Donc, c'est plus de 6 000 entreprises accompagnées quand même cette année, plus de 6 000 contacts. Pour vous donner une idée, on est 14 500 entreprises sur les territoires. Donc voilà, les collaborateurs à pied d'œuvre pour aider les gens, pour les conseiller. On a travaillé aussi avec la plateforme Initiative et je remercie sa présidente, Josiane Domini Geoffrey, puisqu'on a distribué plus de 3 millions d'euros d'aide aux entreprises sur le territoire, et ça représente à peu près 1500 entreprises. On a participé à leur côté. C'était une belle initiative. Et puis, je regrette vraiment de ne pas être avec vous cette année. J'aime ces vœux d'habitude à la Chambre où on peut aller au contact des gens dans notre palais des congrès. Mais on voulait vous accueillir ici sur le port, qui est un équipement très important, de la vitalité économique de notre territoire. Le palais des congrès sert toujours parce que cette année, à la demande du maire d'Arles, Patrick de Carolis, que je remercie, qui a monté la commission santé, on a ouvert le palais des congrès, on a été un soutien pour faire un centre de test, et puis on a été instigateur en leur disant mais si on faisait un centre de vaccination ensemble, et aujourd'hui on fait centre de test, centre de vaccination au palais des congrès, parce que pour nous, on sortira de cette crise économique quand tout le monde sera vacciné, que nous reprendrons notre vie. On veut sortir aussi de cette crise par le haut. Alors en 2020, on a été actifs sur les notions d'emploi notamment. Comme d'habitude, toujours très actif. On a notre centre de formation qui est là. Un centre de formation, les formations sont imaginées et décidées par les chefs d'entreprise, pour les chefs d'entreprise. C'est là toute la valeur ajoutée d'une chambre de commerce. Nous avons aussi un bus emploi formation, en partenariat avec le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Et je remercie sa présidente Martine Vassal. Ça permet de faire se rencontrer des gens qui sont éloignés de l'emploi avec des chefs d'entreprise qui leur expliquent leur quotidien, et à l'inverse, les jeunes expliquent aussi leur quotidien. Ça permet de créer des liens et donc de l'emploi, même si l'emploi a été assez difficile aujourd'hui
on le voit bien, notamment tout ce qui est saisonnier. On a aussi accompagné l'implantation de belles enseignes qui sont venues, qui avaient besoin de plateformes pour recevoir les candidats. Je pense à l'entrepôt du bricolage, par exemple, où on a accueilli toutes les sélections en partenariat avec Pôle emploi pour les accompagner. Il y a un gros job qui a été fait aussi sur l'accompagnement du commerce, avec notamment toute la partie digitalisation. Tu peux nous en dire un mot? Alors, cette crise, bien sûr, a accéléré la transition numérique. Tout le monde en a parlé. Nous avons été au chevet de nos commerçants, de nos entreprises, pour les aider à mettre cette transition numérique en place. Un des exemples chez Shopping Arles, une application qui était prévue de longue date, mais du coup qui s'est accélérée pour le centre-ville d'Arles, pour faire une belle vitrine de nos commerçants. Nous avons formé les commerçants. Nous avons aussi mis en place notre fameux Salon Provence Prestige en version numérique cette année, avec plus de 25 000 visiteurs sur le site, avec un accompagnement de nos entreprises. On a fait des films vidéo, on leur a appris à se mettre en valeur, à mettre en valeur leur entreprise. Et aujourd'hui, certaines nous prennent des formations pour créer leur propre site internet et vendre en ligne. Donc c'est une belle réussite. Exactement. Donc j'invite tous ceux qui nous regardent à télécharger les applications. Donc on a Shopping Arles et Shopping Tarascon et les autres à venir. Merci à tous les deux pour cette rétrospective. Merci beaucoup Julie. On vous retrouve dans quelques instants. Et dans quelques instants aussi, nous allons ouvrir une séquence sur cette situation inédite que nous vivons en ce moment. Jingle et on retrouve après notre invité. Et on parlait numérique à l'instant, donc avec toutes les initiatives que vous avez portées en 2020. Et nous avons à votre initiative, Julie, Stéphane, un invité de prestige. Alors, on a mixé dans cette réunion d'aujourd'hui le présentiel, mais le présentiel en extérieur, au bord du Rhône, et puis les contacts que nous avons tous maintenant par webinaire et par technique de communication interposée. Nous sommes donc avec monsieur Luc Ferry, philosophe, écrivain, ancien ministre. Bonjour Luc Ferry, merci d'être avec nous aujourd'hui à Arles. Et vous voyez peut-être ce magnifique décor de ce paysage provençal que vous aimez tant. Alors, on a l'habitude de se retrouver plutôt dans des conférences que vous faites dans des palais des congrès ou dans des auditoriums. Là, on va se livrer à un jeu un petit peu de l'interview avec vous. Vous venez d'entendre le président et la vice-présidente parler de la numérisation des entreprises, de ce qu'ils ont fait avec Shopping Arles. C'est un de vos chevaux de bataille, je crois, de dire qu'aujourd'hui, il est important que pour l'économie française, on accélère vers cette digitalisation, numérisation sur laquelle vous avez écrit de nombreux ouvrages. Oui, en plus, j'y suis, prédisposé par ma famille. Ma fille est graphiste, donc elle s'occupe de refaire des sites pour des petites entreprises, notamment, ou même parfois pour des grandes. Et puis, ma femme a une boutique de cadeaux personnalisés. Et au fond, la deuxième boutique, c'est le commerce en ligne. Et donc, je pense que c'est très, très important, notamment pour les TPE, PME qui n'y pensent pas toujours suffisamment, d'avoir un site Internet et de rentrer dans la logique du commerce en ligne, parce que cette pandémie nous y oblige. Mais je ne vais pas du tout être pessimiste. Je pense qu'on va en sortir assez rapidement quand même, grâce à la vaccination dont le président parlait tout à l'heure. Mais il peut y avoir d'autres pandémies. Bill Gates, qui n'est pas quelqu'un de stupide, annonce la possibilité d'autres pandémies éventuellement plus graves. Et donc, il faut s'organiser dans l'éventualité d'autres difficultés. Et le numérique peut nous y aider. Outre le fait que, mais c'est peut-être anecdotique, mais à mes yeux pas entièrement, que lorsqu'on a affaire à un confinement dur, malgré tout, le web nous permet d'avoir des apéritifs en famille, même à distance, de Paris à Arles, et c'est pas totalement négligeable. Ça nous a permis de rester quand même en lien avec des enfants, avec des parents, avec des amis qui n'étaient pas, comme on dit maintenant, en présentiel. Donc, je suis assez favorable, en effet, à ce qu'on développe ce numérique dans une perspective paradoxalement humaniste. Alors vous qui sillonnez en général la France, qui connaissez bien ce monde des entreprises, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui l'action territoriale, la relance qui pourra peut-être se faire et justement cette sorte d'équité territoriale qui peut peut-être y avoir dans l'animation économique de notre pays dans les semaines ou les mois à venir?
Oui, on a beaucoup dit que l'Allemagne avait un gros avantage sur la France, c'est qu'elle était un pays de région. Et c'est vrai que dans le confinement qui se profile sans doute à l'horizon, l'idée qu'on fasse territoire par territoire n'est pas forcément une mauvaise idée. Je pense que il faut bien comprendre l'enjeu national par rapport au territoire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On le voit bien quand on compare la situation française avec la situation d'Israël, où vous savez que la vaccination a progressé de manière extraordinairement rapide. On voit qu'en Israël, le variant anglais est en train, malgré la rapidité de la vaccination, il est en train de gagner du terrain et donc la maladie se répand. Il faut absolument éviter ça en France. Le seul sujet aujourd'hui sur le plan sanitaire et économique en même temps, puisque les deux sont inséparables, c'est la lutte entre le vaccin, entre le variant et le vaccin. Si on ne vaccine pas assez vite, le variant anglais, qui est 3-4 fois plus contaminant que la souche originelle, nous empêchera la reprise économique. Donc, il est possible que le reconfinement soit indispensable, même si c'est extraordinairement pénible, il soit indispensable pour que la vaccination puisse progresser plus rapidement que le virus. Vous voyez, c'est vraiment ça l'enjeu aujourd'hui. Il faut absolument que la vaccination progresse plus vite que le virus, et j'admire le fait que vous ayez là, à la CCI des Pays d'Arles, créé aussi un centre de vaccination. C'est absolument crucial. Il faut bien comprendre pourquoi, parce que le variant anglais, comme on l'appelle, c'est simplement le fait qu'on a un virus qui se reproduit beaucoup plus que la souche originelle. Donc, quand vous chopez le virus anglais, si je puis dire, ce fameux variant anglais, vous devenez une véritable usine à fabrication de virus. Du coup, vous êtes beaucoup plus contaminant. Du coup, on a une nécessité absolue que la vaccination progresse plus vite, encore une fois, que le variant. Et c'est le seul enjeu du mois et demi qui vient, finalement, sur le plan économique comme sur le plan sanitaire, parce qu'encore une fois, les deux sont absolument inséparables. Luc Ferry, comment vous voyez les capacités de rebond de l'économie française? Vous connaissez très bien les milieux économiques. On est dans une période un peu exceptionnelle dans l'histoire, hein, où on a un petit peu sacrifié l'économie, entre guillemets, à la situation sanitaire. Les possibilités de rebond, vous les voyez comment? Alors là, je sais que les anti-européens voilà, se déclenchent sur le fait qu'on n'ait pas suffisamment de vaccins, mais il faut bien voir que sans l'Union européenne, il n'y aurait pas de relance. L'Union européenne rachète nos dettes, c'est-à-dire que nous sommes complètement en déficit, nous sommes complètement en dette, hein. La dette est passée de 100% du PIB avant la crise à 120-125% du PIB aujourd'hui, donc on a une dette qui a explosé, et c'est absolument légitime. Mais si la BCE, la Banque Centrale Européenne, ne rachetait pas nos crédits et ne nous faisait pas des taux zéro, voire parfois des taux négatifs, on serait dans l'impossibilité, la relance. Il faut comparer ce qui s'est passé en 1929 à ce qui se passe aujourd'hui. En 1929, les États ne sont pas intervenus pour soutenir l'économie. Ça a été une catastrophe absolue. Donc même si on est un libéral en économie, moi je suis évidemment un libéral en économie, il faut absolument aujourd'hui que l'État, grâce à l'argent notamment de l'Union européenne et grâce au soutien de la Banque centrale européenne, il faut absolument que l'État intervienne pour soutenir les entreprises. Sinon, quand elles auront fait faillite, elles ne pourront pas repartir après, lorsqu'il y aura en effet une reprise économique après la fin de la crise sanitaire. Donc ce que fait Bruno Le Maire aujourd'hui, c'est tout à fait défendable, hein. Même du point de vue d'un libéral pur, il faut arrêter le discours des libéraux, des néolibéraux, qui est un discours stupide, qui consiste à dire qu'on est nourri au foin nationalisé, comme disent certains, et qu'on est sous perfusion de l'État. Heureusement qu'on est sous perfusion de l'argent de l'État, parce que sinon, et Bruno Le Maire a raison, Macron a raison là-dessus, ils ont fait beaucoup d'erreurs sur la première phase de gestion de la crise, avec les masques, les tests, etc. On ne va pas y revenir, même avec le point de départ de la vaccination n'était pas bon, mais sur la relance économique, sur le soutien que l'Europe nous accorde, c'est absolument vital, c'est indispensable, non seulement pour les chômeurs, mais aussi pour les entreprises. Sinon, encore une fois, après la crise sanitaire, elles ne pourront pas repartir si elles ont mis la clé sous la porte. Donc il est vital qu'on ait en ce moment une politique de soutien, même pour un grand libéral comme je suis. Merci beaucoup, Luc Ferry. C'était très important pour nous d'avoir votre témoignage. On vous remercie d'avoir été avec nous à Arles dans cette fin de matinée et on vous souhaite une très bonne année 2021 et sans doute à très bientôt. Merci, Luc Ferry. Alors, Luc Ferry parlait à l'instant de cette nécessité que nous avons donc de soutenir nos entreprises. Et Julie, en tant que chef d'entreprise, vice-présidente de la Chambre, vous accueillez maintenant une autre chef d'entreprise
qui a également des fonctions importantes au tribunal de commerce de Tarascon. Julie. Oui, je suis ravie qu'on puisse accueillir aujourd'hui Estelle Laurent, qui est présidente du tribunal de commerce de Tarascon. Avec Stéphane, on y tenait. Parce que nous, en tant que chef d'entreprise, et puis en plus, on parle à une autre chef d'entreprise, le tribunal de commerce, ça fait un petit peu peur, quoi. Ça fait un petit peu sanction pour nos entreprises. Alors moi, je suis chef d'entreprise depuis 14 ans. Je n'ai pas eu l'occasion d'y venir par chance. Mais néanmoins, voilà, j'ai cette petite appréhension. Et ce qu'on voulait mettre en lumière aujourd'hui, c'est comment le tribunal de commerce, dans la situation où on est, peut nous accompagner, nous mettre sous protection quand notre entreprise commence à voir les prémices de difficultés. Bonjour Estelle. Bonjour à tous, bonjour Julie, bonjour Stéphane, bonjour Monsieur Plisson. Le tribunal de commerce, ça reste un endroit sacré dans le sens où on y rend des décisions de justice, effectivement. On peut y rendre des sanctions, mais c'est vraiment pas la première activité du tribunal de commerce. Les sanctions, elles sont très rares tout au long d'une année. Par contre, au tribunal de commerce, il peut y avoir des actions de prévention et une action de protection des entreprises. Et le tribunal, c'est un petit peu comme l'hôpital de l'entreprise. Les entreprises y naissent en s'inscrivant au registre du commerce et des sociétés. Et puis après, tout au long de leur vie, elles peuvent avoir des très hauts, tant mieux. Pas besoin de venir au tribunal, mais il peut aussi y avoir des bas. Et à ce moment-là, le tribunal est là pour leur proposer des solutions. Alors que ce soit des procédures comme le mandat ad hoc, les procédures de prévention, mais il y a aussi les ouvertures de procédures collectives que sont la sauvegarde ou pourquoi pas le redressement judiciaire. Nous, les juges, nous sommes tous des chefs d'entreprise. Moi, la première, dans l'événementiel en plus, donc on sait tous et ce que c'est d'avoir du souci pour son entreprise, les perspectives que l'on n'a pas pour l'année 2021, qu'est-ce qui va se passer. Donc on est vraiment à l'écoute, on replace l'humain au centre du tribunal. On s'appelle tribunal, mais avant tout c'est de trouver des solutions. On est une solution parmi d'autres. Et alors justement, Estelle Laurent, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la situation actuelle? Est-ce que vous voyez beaucoup d'entreprises en ce moment? On a l'impression parfois qu'on est un peu dans l'œil du cyclone, hein. Alors à ce jour, effectivement, les justiciables ne sont pas venus au tribunal de commerce. Il y a une chute de 29% au niveau du tribunal de commerce de Tarascon, des ouvertures de procédures collectives. Sur le plan national, il est de 40%. Les chefs d'entreprise, artisans, commerçants vont partout, sauf au tribunal de commerce. On semble que l'on soit la dernière solution. Alors qu'on peut venir vous voir pour anticiper, justement. Pour anticiper et se mettre sous la protection du tribunal. C'est vraiment le message qu'on essaye de véhiculer. Alors, j'ai pris la décision d'aller au-devant des justiciables avec le greffier du tribunal, Maître Wester Sansig, qui est le premier à recevoir un entrepreneur quand il a des difficultés. Et on est allé à la rencontre de certaines fédérations, de certains groupements de commerçants pour essayer de leur montrer que nous sommes tous des chefs d'entreprise et qu'on peut avoir des solutions et qu'on peut sauver l'entreprise. Nous, notre objectif au tribunal, c'est pas que les gens arrivent trop tard et qu'on soit obligé de liquider. Voilà, la mort de l'entreprise. Le tribunal de commerce, ça ne doit pas être la morgue de l'entreprise. Alors Estelle, si en ce moment on a des entrepreneurs qui nous regardent et qui commencent à se voir dessiner des difficultés pour leur entreprise, quelles démarches ils doivent entreprendre? Je sais que vous êtes organisé depuis le début de la crise pour recevoir ce type de demande. Aujourd'hui, voilà, je suis un entrepreneur, je sens que je vais avoir des difficultés. Comment je fais pour entrer en contact avec le tribunal de commerce? Alors, d'abord, on peut se tourner vers son expert comptable, son avocat. Il y a des personnes hors du tribunal qui peuvent donner aussi les bonnes décisions et savoir si c'est le moment de venir ou pas. Sinon, même si la moindre question, le moindre doute, le greffe du tribunal de commerce est toujours ouvert. Toujours, il y a une ligne téléphonique, il y a un email. Et même pendant le confinement, le tribunal a toujours été ouvert, toujours à l'écoute. Et donc, il faut se tourner et appeler le greffe ou envoyer un email si on n'ose pas prendre son téléphone, parce que c'est vrai que il faut vraiment que le chef d'entreprise pense qu'il peut être victime de ce qui se passe aujourd'hui et que ce n'est pas une faute qu'on lui met en responsabilité. C'est une victime de ce qui se passe aujourd'hui. Écoutez, merci d'être venu nous en parler, d'avoir fait ce témoignage fort, d'inciter les entreprises à venir vous voir. Et puis on ira, nous, à la Manade Laurent, quand ça sera possible, puisque évidemment on est juste à côté sur ce beau territoire du Pays d'Arles. Et merci d'avoir pris de votre temps. Président Paglia, on voit bien qu'il y a cette notion aujourd'hui dans l'aide que vous apportez aux entreprises de prévenir,
prévenir, d'anticiper, et puis de dire aussi, parce qu'on ne l'a peut-être pas précisé, que tout ça se fait en toute confidentialité. Oui, tout à fait. Je pense que la Chambre de commerce et le tribunal de commerce travaillent main dans la main avec le même objectif, qui est celui de préserver l'économie et les entreprises de notre territoire. Donc, vous pouvez venir aussi voir nos collaborateurs, les chefs d'entreprise de la Chambre, qui feront le lien aussi en toute discrétion, bien sûr. C'est quelque chose d'assez traumatisant, je l'entends, hein. Mais pour autant, c'est nécessaire et on peut s'en sortir. Il ne faut pas tomber dans la psychose en se disant c'est fini, j'ai tout raté. Non, il y a une situation exceptionnelle. Mais même en temps normal, il y a des situations qui nous échappent et on peut vraiment y trouver des solutions. Alors, j'invite tous les chefs d'entreprise à se saisir de cette occasion. En plus, on a la chance d'avoir un tribunal de commerce sur notre territoire, c'est très important, avec une vraie compétence, une vraie bienveillance sur les humains. Merci pour cette séquence. Merci Estelle Merci Laurent Estelle. et sans doute Merci à vous. à très bientôt. Merci à vous. Alors Julie, nous allons dans quelques instants ouvrir une deuxième séquence consacrée à un secteur qui évidemment est en grande difficulté, celui de la restauration et de l'hôtellerie. On va accueillir notre invité après un petit jingle. Et notre invité, c'est Jean-Luc Rabanel. Bonjour Jean-Luc Rabanel, les Maisons Rabanel, donc un entrepreneur et un restaurateur emblématique de ce pays d'Arles. Est-ce que vous pouvez nous dire, Jean-Luc, tout simplement, quelle est la situation que vous vivez aujourd'hui ? Alors déjà, je remercie Madame Laurent et je continue un petit peu votre discussion, donc 2 minutes, puisque effectivement, je fais partie des entrepreneurs qui ont été confrontés donc à se déplacer donc au tribunal donc, de Tarascon et je la remercie tout particulièrement parce que c'est vrai que on a l'impression qu'on est des vilains garnements lorsque effectivement les choses vont un petit peu moins bien. Ils m'ont soulevé, ils m'ont soutenu et aujourd'hui. Grâce à eux, donc, je continue donc, à être donc, toujours présent. En tous les cas, mes entreprises sont présentes donc, avec mes salariés. Et cette aide extérieure, lorsqu'on n'est pas habitué donc, justement à être confronté à ce genre donc, de situation, c'est un peu violent donc, la première fois. Mais effectivement, ça nous fait grandir. Et peut-être que si j'ai développé d'autres activités, ça a été grâce donc, à leurs conseils et grâce surtout à leur soutien moral, ce qui est aujourd'hui donc, une chose donc, essentielle eu égard le contexte actuel. Donc pour répondre à votre question, effectivement, les maisons Rabanel donc, se sont adaptées à la situation. Il y avait donc plusieurs enseignes donc, sous les maisons Rabanel, donc du bistrot d'à côté, il y a eu la salle à manger, il y a eu Yod, il y a eu donc les confidentiels qui sont des chambres, il y a eu donc les apartés qui est une maison d'hôtes, il y a eu bien sûr donc l'atelier avec ses 2 étoiles, 19/20 et Saint-Oc, etc. Aujourd'hui donc cet ensemble donc, ne porte plus qu'un seul nom. Il s'appelle donc les Maisons Rabanel et que j'ai réuni sous la même enseigne pour effectivement accueillir donc au mieux que ce soit donc les gens qui souhaitent se restaurer de façon on va dire plus simple. Et vous comprenez pourquoi je n'emploie pas le mot bistrot ni le mot gastro. Pour moi aujourd'hui je trouve qu'ils sont un peu galvaudés. C'est employé un petit peu donc à toutes les sauces. Donc ma vision irait plus vers l'auberge 2.0. Où effectivement tout ce qu'on a connu, en tous les cas, peut-être pas les plus jeunes, mais ma génération, d'aller dans un restaurant et d'être accueilli par le maître de maison ou la maîtresse de maison, de dire bienvenue petit ou bienvenue monsieur, de t'asseoir et en définitive de manger à côté des gens qui peut-être trouvaient des grandes bouteilles, d'autres donc des vins un petit peu plus simples, donc des vins de pays. Certains avaient la chance donc de manger des homards, d'autres manger une volaille donc truffée ou voire éventuellement un plat encore plus simple. Et j'ai voulu moi réunir donc tous ces gens sur le même environnement, le même accueil, le même service. Je veux absolument que mes serveurs aient un contact direct avec les clients, donc beaucoup de découpage, beaucoup de flambage. Je veux donc rencontrer tous mes clients juste pour un sourire, mais pas une embrassade ni une accolade parce que ça se fait plus, mais au moins un check et donc de passer un moment de convivialité. Parce que donc à la base de notre métier, donc c'est ça. Donc revenir en définitive, ce que nous avons créé aujourd'hui, donc c'est de revenir donc à la source même donc de ces établissements, même si parallèlement. J'ai créé donc d'autres structures qui sont notamment Bocalissime pendant ces périodes difficiles, tout simplement pour faire donc de la vente donc à emporter. Attention, je ne suis pas traiteur. Hein. La vente à emporter, c'est bien évidemment de la haute gastronomie qui est préparée à tout petit prix donc pour
pour pouvoir se restaurer en Mais définitive. justement, sur cet aspect un petit peu, on va dire, légaliste, on voit aujourd'hui qu'il y a des initiatives, des gens qui disent mais c'est fini, on ne peut plus supporter ça, on va quand même ouvrir. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que votre parole, elle est importante. Vous êtes un entrepreneur et un restaurateur emblématique. Quand vous voyez comme ça certains de vos, entre guillemets, confrères qui disent allez hop, on va quand même ouvrir, on va quand même accueillir la clientèle, vous dites quoi? Il faut faire ça ou au contraire il faut respecter Force est à la loi. Si effectivement on fait n'importe quoi, c'est une anarchie. Donc on peut ne pas être d'accord, mais on ne fait pas donc des choses esselées. On prend donc la décision. Donc mettre donc en péril éventuellement des réouvertures, j'espère donc prochaines, et faire en définitive donc des actions hors la loi, c'est tout simplement hors la loi. Donc soit tout le monde, on se décide tous donc de faire n'importe quoi, et croyez-moi, je peux être également un grand fêtard, soit effectivement on respecte donc ce qu'on nous enseigne. Et alors Julie, justement, là Jean-Luc vient de dire quelque chose de très important, c'est le collectif, hein. Vous travaillez ça ensemble, il y a une notion de discuter, de parler, ça fait partie du travail aujourd'hui des chambres de commerce, d'aller au contact et de dire attention, on peut avoir envie de mener des initiatives, mais d'abord faisons tout ça ensemble et de façon coordonnée et concertée. Oui, toujours, toujours. La décision collective, l'entreprise collective, c'est un petit peu ce qu'on a initié avec notre mandature. Et sur les initiatives, je pense qu'il y a des belles initiatives aussi collectives sur les restaurants, notamment sur Arles. Je crois que notre président a fait l'expérience samedi d'un bus gastro sympathique. Mais voilà, on a toutes ces initiatives et ça part du collectif, du groupe. Et ce que je retiens de l'intervention, c'est aussi que ça part de l'humain, qu'on parle d'un restaurant 2.0, mais le restaurant 2.0, il est ancré dans sa cuisine et dans les valeurs de base du métier qu'on propose. Et on voit bien que vous êtes prêt on ne change rien, on ne fait que évoluer et que s'adapter. Et prêt à redémarrer dès que ce sera possible. Merci beaucoup Jean-Luc Rabanel d'avoir été avec nous pour cette séquence. Et on va parler maintenant de cette relance économique après un nouveau jingle. On se retrouve tout de suite sur le plateau ici à Arles. Alors la relance économique, on va en parler parce que c'est un terme générique, mais ce sont également des plans de relance. Et là, vous nous avez monté, Madame la Première Vice-Présidente, un plateau remarquable. On va accueillir dans quelques instants des chefs d'entreprise qui ont déjà été sélectionnés, alors qu'on ne parle que depuis quelques semaines de France Relance. Vous êtes déjà à la manœuvre sur ce dispositif. Évidemment, le ministère a confié aux chambres de commerce et d'industrie le déploiement sur les territoires de ce programme et en particulier un accent tout particulier au développement durable et au numérique. Pour parler de ce dispositif, Yves, tu t'es déplacé pour rencontrer notre sous-préfet à la relance. Oui, alors il y a un sous-préfet à la relance pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et pour le département des Bouches-du-Rhône. Il s'appelle Benoît Mournet et nous l'écoutons tout de suite. On lui a demandé s'il y avait des sous. Vous avez entendu parler de ces 100 milliards d'euros. Alors, d'emblée, je préfère dire que ce n'est pas 100 milliards d'euros de subventions publiques, parce que parfois il y a eu confusion et de dire on va faire une règle de 3, écoutez, pour nous 10%, ça nous va bien, on se débrouille. Ce n'est pas exactement comme ça. Vous avez un gros quart de ce plan qui sont des fonds d'intervention de la BPI et de la Caisse des dépôts sous forme de prêts ou d'intervention en fonds propres. Il y a 20 milliards d'euros de baisse d'impôts de production. Il y a une partie de ce plan qui couvre aussi les crédits sur l'activité partielle de longue durée et le Ségur. Donc le vrai champ de subventions publiques, il est de 40 milliards sur 2 ans et qui se décline sous forme soit de guichets, comme pour tout un chacun, ma prime rénov si vous voulez changer vos fenêtres ou refaire votre toiture, ou alors une logique d'appel à projet, comme c'est le cas par exemple sur territoire d'industrie, dont on a un lauréat déjà à date dans le pays d'Arles. Dans ce dispositif et dans le relais dont vous parliez, quel va être le rôle, à votre avis, des chambres de commerce et d'industrie comme la chambre de commerce donc, du Pays d'Arles? Ce plan, il est pour les entreprises. Et même quand il y a des crédits pour les collectivités, c'est à travers elles de soutenir la commande publique et les entreprises du bâtiment et des travaux publics. Donc ce plan est tourné vers les entreprises et le guichet premier naturel des entreprises, ce sont les chambres de commerce, les chambres d'agriculture, des métiers de l'artisanat. Donc évidemment, on s'appuie sur elles et on est en partenariat réellement avec eux. D'ailleurs, le premier comité relance du département qu'on a tenu le 8 janvier, on a tenu à ce qu'on le co-anime avec les 2 présidents de chambre du département. Est-ce que ce plan de relance est un plan de relance national qui a été conçu pour l'ensemble du pays ou est-ce qu'il y a déjà des déclinaisons régionales et notamment bien sûr pour notre territoire qui se profilent? Sur le volet compétitivité, il y a les baisses des impôts de production qui étaient à
attendu depuis longtemps et qui concerne toutes les entreprises de toute taille, et en particulier celles du secteur logistique. On a les appels à projets territoire d'industrie, résilience ou des fonds sectoriels. Et il y a aussi dans ce plan une volonté de prendre des virages et de ne pas être seulement dans le soutien ou dans le prolongement de soutien. Et donc de prendre des virages par exemple sur l'hydrogène, la décarbonation de l'industrie. Et sur tous ces appels à projets, les Bouches-du-Rhône sont très bien placés avec des projets à fort effet de levier que l'on va soutenir dans ce cadre-là. Et enfin, je veux citer aussi Un jeune, une solution, qui est une série de mesures d'aide assez inédites avec des primes d'embauche de 4 000 euros, des contrats d'apprentissage, des primes de 5 à 8 000 euros. Alors je sais bien que les chefs d'entreprise n'embauchent pas parce qu'il y a des aides, mais parce que les carnets de commandes sont là. Mais je suis convaincu que ces dispositifs vont prendre tout leur essor au moment où on pourra être déconfiné. Mais il ne s'agit pas d'attendre. Malgré le contexte sanitaire, vraiment le message c'est de ne pas attendre pour décliner et déployer et mettre en œuvre les actions du plan de relance. C'était Benoît Mournet, donc notre préfet, notre sous-préfet à la relance économique pour les Bouches-du-Rhône. Alors en effet, il y a des chefs d'entreprise qui n'ont pas attendu et on a sur ce plateau Stéphane Gaury. Merci d'être avec nous Stéphane Gaury pour Steph Distribution. Alors moi en tant que journaliste, quand j'ai vu Steph Distribution, je me suis dit ça doit être encore une filiale du grand groupe Steph, mais non, pas du tout. Vous êtes Steph comme Stéphane Paglia, c'est votre prénom et vous avez créé votre entreprise, donc peut-être un descriptif. Et puis après je laisserai Julie parler avec vous d'un très grand projet pour le territoire. Présentez-nous votre merci société. d'abord de m'accueillir. Je vous remercie infiniment. Je remercie la CCI. Et effectivement, je n'ai rien à voir avec le grand groupe Steph. C'est juste une déclinaison de mon prénom. Voilà. Donc, je n'ai rien inventé. Et votre activité, donc ? Alors, mon activité aujourd'hui est une activité issue de mon métier de base, qui est un métier de producteur. Je suis un paysan. Et donc, j'ai fait évoluer mon activité vers du conditionnement et de la vente. Et donc, j'ai un atelier de conditionnement sur la ville de Châteaurenard depuis maintenant 20 ans. Vous êtes spécialisé sur les salades, vous me disiez hier, comme activité. Absolument. C'est une activité que j'ai depuis le début de mon entrepreneuriat, puisque j'ai démarré en 1991. Et donc, j'ai, depuis le début, fait de la salade avec une spécificité, puisque depuis 1995, je me suis orienté vers des mesclun, roquettes, pousses d'épinards. Je pense que c'est des variétés qui commencent à parler à l'oreille des consommateurs, et notamment à nos clients privilégiés que sont les restaurateurs. Voilà, donc il y a même de l'innovation dans vos secteurs d'activité. On travaille le produit, c'est assez remarquable. Alors Julie, on va maintenant parler d'Axiom. On est au bord du Rhône, on pourrait parler de Jules César. Axiom, c'était le nom d'une grande bataille romaine, mais c'est aussi pour vous une grande bataille sur le territoire, parce que c'est un grand projet dont Stéphane Gaury s'occupe. Est-ce que vous pouvez nous présenter le projet Axiom et ce renouveau du mine de Châteaurenard ? Donc Axiom, c'est le nom du cluster que vous présidez, Stéphane. Et ce cluster, il vise à développer un grand projet du nord du territoire, le mine de Châteaurenard. Je vais vous laisser nous en parler un petit peu. Oui, alors à travers mon activité professionnelle, depuis plusieurs années, je m'investis dans l'interprofession. Et cette interprofession m'a amené à intégrer le cluster qui s'appelait Cluster à l'époque du Grand Marché de Provence. Puis le 16 juillet 2020, le conseil d'administration m'a fait l'honneur de me donner sa confiance et de m'élire président. Et nous avons donc changé le terme de cluster qui n'était plus, je crois, très approprié. Oui, c'est pas très joli. On rappellera qu'avant tout, c'est un terme économique, le cluster. Voilà. Tout à fait. Mais donc, nous l'avons transformé en Axiom, qui, je crois, va révéler tout son sens. Et l'idée, Julie, c'est que là, vous allez redonner vie, en quelque sorte, à ce mine de Châteaurenard, parce qu'on est sur une plateforme qui est très importante au niveau national et qui avait besoin d'être un petit peu reboostée. Oui, complètement. Si je ne me trompe pas, l'ambition, c'est d'être le deuxième mine de France. Alors, c'est une ambition, c'est un fait. Ah, le mine de Châteaurenard est quand même le premier mine de producteur de France. D'ailleurs, en volume, il est juste derrière Rungis, mais ça reste un emblème de notre territoire, du sud de la France et de la production des fruits et légumes. Nous sommes, malgré toute l'érosion que l'histoire nous a fait connaître depuis les années 90 et la perte de nos volumes, de nombre d'agriculteurs, nous restons quand même le premier bassin de production de fruits et légumes de France. C'est quand même à noter. Et donc, il nous faut une infrastructure pour la commercialiser. Et bien entendu, si aujourd'hui, on voit se développer la vente à la ferme, la vente directe,
le local, ce qui est une vision très louable et très juste d'un avenir. On voit se développer aussi des exploitations de taille conséquente. Et c'est vraiment de l'entrepreneuriat pour répondre à une demande et une massification du volume. Les unes et l'autre ne sont pas à s'opposer. Sauf qu'au milieu, il faut se poser la question de qui va vivre au milieu. Est-ce que c'est un modèle qui est un modèle que l'on veut promouvoir? Est-ce que l'État va se contenter, le législateur va se contenter de ces deux modèles-là? Ou est-ce qu'au contraire, il peut y avoir une vie, une troisième voie? Et donc, à travers le redéploiement du mine de Châteaurnat, parce que c'est là le vrai projet, nous avons un mine qui a 60 ans, avec des infrastructures vieillissantes. En centre-ville. Et je crois que le constat a été unanime de dire que ce dispositif n'est plus adapté au monde actuel. Et donc, depuis quelques années maintenant, il a été mis sur les décisions politiques de déplacer ce mine, d'y ajouter un pôle logistique et un pôle transformation bio, de manière à avoir une cohérence et un outil adapté sur les marchés d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup. Alors Stéphane Paglia, c'est quelque chose pour conclure cette séquence qui est important, hein, les infrastructures, à la fois on en parlera tout à l'heure en matière routière, transport, etc., mais aussi sur le plan économique pour ce lien entre l'agriculture, l'industrie agroalimentaire, etc. Je crois qu'il est très clair pour tout le monde que nous sommes un territoire rural. Pour autant, l'économie qu'on peut en retirer aujourd'hui est essentielle. C'est-à-dire que ce projet de redéploiement, et la Chambre de commerce et membre fondateur de l'Axiom, c'est de créer de la valeur ajoutée aussi sur notre territoire. Produire, mais transformer. Et donc, nous sommes très, très impliqués dans la transformation pour venir faire s'installer des entreprises qui vont transformer les produits sur place, donc pouvoir servir autour avec des circuits courts ou de proximité, et puis créer de la valeur ajoutée sur notre territoire. Merci et on remercie donc Stéphane Gaury de sa présence avec nous et on accueille une autre chef d'entreprise, Marion Alma. Alors avec vous, on va parler, Marion, d'un sujet important parce que tous les médias disent aujourd'hui il faut absolument retrouver notre indépendance pharmaceutique, réimplanter de l'industrie pharmaceutique. Eh bien, vous le faites à Salingiro, donc avec l'entreprise M2I que vous allez nous présenter, notamment, je crois, dans le secteur des anesthésiants. Alors, exactement. Donc M2I, c'est une jeune société. C'est une société qui a été créée en 2013 avec une activité de base, en tout cas pour le site industriel qui se trouve à Salingiro, qui étaient les principes actifs pharmaceutiques. Et l'idée d'M2I, c'était de dire oui, on peut faire de l'innovation et on peut faire de l'industrie en France et on peut faire de la chimie en France. Et c'est vrai que dès le départ, ils ont eu l'idée de dire on va récupérer des produits qui se faisaient ailleurs et on va les mettre dans notre usine, notamment celle de Salingiro. Et c'est ce qu'on a fait depuis 2013. Alors, il y a eu aussi des projets innovants. On ne fait pas que des principes actifs. On fait aussi des phéromones, du biocontrôle. On va en parler dans quelques instants. On en parlera certainement après. Simplement, je vais laisser la main à Julie parce que vous avez collaboré ensemble avec la Chambre de commerce dans cette période difficile par rapport à des produits qu'on connaît tous comme les gels hydroalcooliques. Le gel hydroalcoolique, oui, en question, puisque la société, Marion, que vous dirigez, a été parmi les 14 entreprises à créer du gel hydroalcoolique made in Pays d'Arles. Donc c'est sous l'impulsion d'un de nos élus, Didier Honoré, qui a mené d'une main de maître cette affaire et qui a coordonné de l'étiquette à la bouteille pour créer ce gel hydroalcoolique. Et moi j'ai une anecdote parce que c'est important cette initiative-là, mais ça a permis à ceux qui allaient travailler de pouvoir imaginer de reprendre dans des conditions chouettes, enfin correctes, mais ça a aussi permis à ceux qui étaient en activité, notamment dans la grande distribution. J'ai de la famille qui a des supermarchés, m'ont dit sans ce gel hydroalcoolique, on n'aurait pas pu travailler correctement et offrir de bonnes conditions. Donc, qu'est-ce que c'était pour vous ce projet-là et quel sens vous avez donné à ce projet-là dans votre entreprise ? C'était une super initiative. Alors, le contexte, on s'en rappelle peut-être plus très bien, mais si, c'était le début de la crise et c'était un peu la panique. On ne savait pas où on mettait les pieds, on avait peur de ce virus, on a toujours peur, mais c'était encore plus l'inconnu que ce que ça peut l'être aujourd'hui. Et effectivement, on était en rupture de gel hydroalcoolique, impossible d'en trouver. Et il y a eu ce coup de téléphone de la CCI, de Didier, me demandant « Est-ce que vous sauriez fabriquer du gel hydroalcoolique ?» Alors nous, ce n'est pas un produit qu'on a chez nous, hein, on ne vend pas du gel hydroalcoolique du tout. Mais c'est vrai qu'on avait tous les équipements pour pouvoir en faire. Et on avait aussi quelques matières premières.
Et il y a eu une super chaîne de solidarité voilà, d'une dizaine d'industriels. Et alors, à Salins, on a fabriqué le gel hydroalcoolique. On a mélangé les ingrédients et on a fait des grosses quantités qu'on a mis dans des gros cubis. Et ensuite, la chaîne s'est mise en route et on a réussi à faire ces petits bidons de gel hydroalcoolique qui ont été distribués dans la région. Ça a été une super initiative pour notre site parce que ça a permis de fédérer tous les salariés. Nous, on a continué à travailler. On a eu la chance de continuer à travailler parce qu'on était activité prioritaire. Mais c'était dur pour tout le monde de se motiver. Et ça a permis de fédérer tout le monde autour de ce projet. Et chez nous, ça a été, on était hyper fiers de participer à cette initiative. Et sans transition, on va donc passer à l'autre sujet, parce que s'il y a quelque chose d'important, et le président Paglia nous le dira sûrement tout à l'heure, c'est de respecter l'équilibre entre le respect de l'environnement et la production. Alors, vous parliez tout à l'heure des phéromones, donc racontez-nous comment vous arrivez à limiter, on va dire, la prolifération des insectes, mais sans lutter contre la biodiversité, au contraire en la préservant, et en faisant donc en sorte que les producteurs puissent continuer à produire leurs fruits et leurs légumes. Oui. Alors, effectivement, nous, on fabrique sur notre site à Salins et puis sur nos autres sites aussi. À M2I, il y a 2 autres sites, un dans le sud-ouest à côté de Pau et puis un à côté de Cahors. Et on a nos bureaux à Paris. Mais nous, à Salins, on synthétise des phéromones d'insectes. Donc, ce sont des molécules chimiques, ce sont des odeurs que les insectes répandent naturellement. Nous, on les reproduit. Et on s'en sert pour protéger les cultures. Donc on s'en sert pas pour tuer les insectes, effectivement, ce ne sont pas des pesticides, mais pour éviter qu'ils s'attaquent aux vignes, aux pommiers, aux riz. Donc c'est ce qu'on appelle la confusion sexuelle. En fait, vous limitez comme ça donc, le développement des insectes. On limite la reproduction des insectes. Et c'est quelque chose de très ciblé. Chaque insecte a sa propre odeur. Et donc ça permet de cibler un insecte en particulier et pas de perturber la totalité de l'écosystème. C'est quelque chose qui vous est important, ça, hein, Président Paglia, cette notion-là, surtout quand on voit les territoires magnifiques que vous avez sur votre périmètre. J'allais dire, on a un territoire d'exception avec 2 parcs naturels régionaux quand même. Enfin voilà, le cadre, vous le voyez, le drone tourne autour de nous, vous voyez quel territoire nous avons. Donc bien sûr qu'il faut s'inscrire dans cette transition écologique. De toute manière, les chambres de commerce vont être les pilotes pour de nombreux audits. Le gouvernement nous a sollicité. Donc, quand on voit ces entreprises innovantes, et je retiendrai bien que vous avez votre siège à Paris, mais que l'innovation se fait en région, j'y suis très attaché. Quand je parle, ça s'entend que je ne suis pas de Paris. Donc, voilà, ce sont de beaux projets. Je remercie les 14 autres entreprises qui ont participé à la solution de gel hydroalcoolique parce que tout le monde a joué le jeu. Même mes élus, que je remercie, qui ont été embouteillés un samedi 10 000 litres chez un vigneron dans des bibes. C'était une belle aventure humaine. Voilà. Au-delà de rendre un fier service à un moment donné où il faut se rappeler que personne n'en avait. C'est-à-dire que ce n'était pas disponible. Tout le monde s'est investi et c'était un chouette projet, comme tu disais. Beau, ouais. Et tout le monde a apprécié. Donc voilà, merci à vous d'avoir participé. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Et on va suivre donc les développements de votre entreprise à Salins-de-Giraud M2I. Merci d'avoir été avec nous, Marion Alma, dans cette matinée. Et on vous remercie aussi de tout ce que vous faites donc, pour protéger la biodiversité sur le territoire. Merci. Merci Marion. Alors Julie, on va évoquer maintenant un autre secteur qui est concerné bien sûr par cette relance économique, qui est un secteur qu'on n'associe pas toujours à l'économie, mais qui est combien prépondérant sur ce territoire, c'est celui de la culture. Celui de la culture qui participe de l'écosystème et de la réussite de l'économie de notre territoire. Et là, c'est pas n'importe quel site dont on va parler, c'est un site qui reçoit plus de 600 000 visiteurs par an, si je ne me trompe pas. Et Étienne, c'est ça ? Oui, à peu près, c'est ça. Voilà. Alors on va lui allumer son micro, Étienne Devic, donc, qui représente les carrières de lumière des Baux-de-Provence. Quelle est votre actualité, Étienne, comme on dit dans le monde médiatique ? Écoutez, actuellement, malgré le contexte que nous connaissons tous et pour lequel le secteur de la culture en particulier, mais pas exclusivement, a largement souffert cette année, nous nous tournons résolument sur une année 2021 pleine d'espoir, puisque, comme nous l'avons signalé tout à l'heure dans l'émission, nous espérons qu'avec la vaccination massive, nous arriverons finalement à prendre un petit peu d'avance sur ce virus et donc à pouvoir réouvrir nos portes le plus tôt possible. Donc nous avons évidemment une programmation et nous serons très heureux de pouvoir présenter, nous espérons début mars, même si c'est peut-être ambitieux, mais nous verrons bien l'actualité à ce moment-là, ouvrir à nouveau nos portes aux Carrières de Lumière et au Château des Baux-de-Provence. Alors avec des grands noms, hein, parce qu'on parle de Cézanne, de Kandinsky, c'est ça qui est au programme de 2021 ?
Voilà, nous avons 2 expositions, une emblématique qui sera centrée autour de la personne de Cézanne, donc le maître de la Provence, et également une exposition dite courte, un format un peu plus court de 10 minutes, sur Kandinsky à travers l'Odyssée de l'abstrait. Pour vous, Étienne, comment la culture se met au service du développement économique ? Alors, la culture au service du développement économique, c'est chez nous Culture Espace, donc l'entreprise qui gère ces sites, qui est spécialisée dans la gestion des monuments, musées et des centres d'art. Il s'agit pour nous finalement de permettre un accès très large à la culture. Donc notre ambition est finalement de partager cette culture avec le plus grand nombre et d'ouvrir nos portes à un public qui n'est pas forcément initié. Donc nos expositions, en ça, s'adressent à la fois à des personnes averties, sensibles à l'art, mais également à un public parfois plus éloigné qui n'ose pas forcément pousser la porte d'un musée. Et donc notre objectif, c'est finalement de rassembler largement et d'attirer ce public, quitte à lui faire connaître un nouvel artiste, des nouvelles œuvres, et ensuite à l'inviter à pousser la porte d'un musée. Alors, il y a même un terme d'ailleurs que vous employez. Moi, honnêtement, j'ai jamais pensé que j'allais dans un truc comme ça quand je suis allé aux Carrières des Beaux voir vos spectacles, parce que j'appelle ça comme ça. Vous dites exposition numérique en immersion. Donc, on est aussi dans la digitalisation de l'économie dont on parlait tout à l'heure. Alors oui, nous appelons ça en effet des expositions numériques immersives. Et nous voulons souligner là 2 aspects. D'une part, la partie technique qui est certes importante et primordiale parce qu'elle consiste à créer de l'émotion à travers la qualité des images donc, que nous projetons, mais également à travers la qualité du son, puisque c'est l'association du son et de l'image qui va créer une immersion. Et puis l'immersion, elle est là aussi pour créer l'émotion, comme je le disais, à travers les très grandes surfaces de projection que nous offrons, à la fois sur les murs, par endroits sur les plafonds et sur les sols, évidemment. On parlera certainement de l'attractivité à un autre moment du territoire avec des projets que vous avez d'attirer des entreprises, mais votre site, il attire surtout beaucoup de visiteurs, beaucoup de touristes. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la partie internationale que génère votre activité et qui est évidemment freinée en ce moment ? Oui, alors nous avons donc le village des Beaux en lui-même qui attire déjà énormément de touristes. Et il est vrai que les Carrières de Lumière, vous avez parlé de la fréquentation de l'année dernière qui était exceptionnelle. Cette année, voilà, on a une baisse de 50% de notre fréquentation, évidemment, puisque nous avons fermé les portes la moitié du temps de notre temps d'exploitation. Malgré tout, nous avons une reprise très progressive de l'activité en juin. Et puis juillet et août ont été d'excellents mois, où on a eu finalement une compensation de l'absence de la part des visiteurs étrangers par une recrudescence de visiteurs français qui sont venus se réfugier sous notre soleil provençal cet été. Donc finalement, le mois de juillet et d'août ont été très bons. Et ça n'a pas rattrapé ni compensé, mais ça amoindrit les pertes enregistrées à cause du confinement. Cher Président, quand je te dis 600 000 visiteurs qui viennent sur un site, ça sonne quoi pour le président de Chambre de commerce que tu es ? Déjà, ils ont bien raison de venir. C'est très beau. Qui reviennent. Prenez une petite veste, il fait frais quand même dans les carrières. Et puis, bien sûr, c'est les retombées économiques pour notre territoire, en termes de rayonnement, déjà, dans un premier temps, mais en termes d'hôtellerie, de restauration, et tout ce qui en découle, puisque les hôtels qui vont bien, font appel aux bâtiments pour rénover les hôtels régulièrement. Les agriculteurs sont contents d'avoir des restaurants qui tournent à plein, de pouvoir les servir, les viticulteurs aussi. Donc voilà, c'est un élément essentiel de notre territoire. Et puis moi, j'ai de l'espoir pour cette année, c'est-à-dire qu'à Barcelone, ils ont fait un concert où ils ont testé tout le monde avant le concert, ça s'est bien passé. Les tests à l'hiver arrivent, peut-être qu'il faut s'inventer, peut-être que bientôt on pourra aller aux carrières, tester avant de rentrer si on est négatif, rentrer et réouvrir les carrières. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout ce que je nous souhaite. C'est ça. En tout cas, personnellement, je suis très impatiente que vous puissiez réouvrir. Voilà, et on va poursuivre cette séquence sur la culture avec une invitée également de prestige. Alors, elle était là ce matin, un petit peu plus tôt, sur ce magnifique site du port fluvial de commerce d'Arles. C'est Madame Françoise Nissen et on va lui laisser présenter l'entreprise Actes Sud que bien sûr vous connaissez tous. Actes Sud est une entreprise arlésienne depuis plus de 40 ans maintenant et œuvre sur le territoire en proposant certes de la littérature du monde entier, donc elle a une aura internationale, mais elle est citoyenne. Et les citoyennes, elle est inscrite dans un écosystème du territoire avec un lieu de culture. Donc effectivement, il faut parler de la culture avec un lieu d'exposition, des cinémas, une librairie, un restaurant, un hammam et un lieu d'exposition, mais pas que, aussi en prolongement, tout un lieu à Mastibert en agroécologie et où il y a une école, et ça s'appelle le domaine du possible, ce qui veut tout dire, parce qu'aujourd'hui c'est question à la fois de littérature, de connaissance de l'autre à travers la littérature, de transmission, de savoir, d'éducation et de toute la problématique d'aborder ces questions fondamentales de la transition environnementale et sociétale. Elles nous animent.
Et on va voir avec Françoise Nyssen dans quelques instants qu'on répond aussi à la question que vous posiez tout à l'heure, Julie, de ce lien entre la culture et l'économie. C'est vrai que quand on est dans ce paysage magnifique, on voit à la fois ce fleuve et on sait combien il est chargé d'histoire. Et puis cette activité qui est devant nous, alors que vous avez certainement vu avec le drone l'activité économique du Pays d'Arles. On écoute Françoise Nyssen sur ce lien entre la culture et l'économie ici, à Arles. Arles est un exemple unique presque en France où c'est la culture qui fait vivre un territoire. Puisque si vous voyez tout ce qui se fait, les rencontres photo, l'école de la photo, les Suds, tout ce que fait Actes Sud, Harmonia Mundi, la Fondation Luma, enfin quelle chance on a, tout ça, ça œuvre. Et donc on est vraiment dans la démonstration que la culture, elle fait l'économie. Et c'est pour cela aussi que nous, en tant qu'entreprise culturelle, on ne peut pas ne pas être citoyen et on œuvre sur cet écosystème, on a organisé, et d'ailleurs l'été dernier, c'est à peu près la seule chose vivante qui a eu lieu, et la Chambre de commerce nous a soutenus pour cela, et je tiens à les remercier parce que c'était vraiment formidable, une semaine de débat autour de Agir pour le vivant. Nous allons recommencer cette année avec cette petite chose en plus qui est que maintenant Paris veut qu'on développe quelque chose chez eux, Lorient est venu nous chercher, on va faire quelque chose à Rome, on va faire quelque chose en Afrique parce qu'on travaille avec l'AFD, l'Office français de la biodiversité nous soutient. Et donc, je dois dire que plus que jamais, nous allons œuvrer dans ce sens-là. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. Et par rapport à la catastrophe, pas la crise, parce qu'on ne va pas reprendre comme avant, par rapport à la catastrophe que nous vivons et que nous risquons de vivre encore si on ne prend pas garde au fait qu'on est rentré dans un cycle de pandémie qui peuvent se reproduire, il est urgent d'inventer, d'avoir une agilité. Et là, la culture, elle est essentielle. Alors Julie, Stéphane, la culture est essentielle. On l'a dit, Madame Nyssen faisait état de vos relations avec le monde de la culture. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de ce secteur qui est vraiment pratiquement à l'arrêt ? Eh bien, c'est un secteur qui est à l'arrêt, qui souffre, comme beaucoup d'autres secteurs. C'est vrai que nous, le tourisme au sens large, je dirais, c'est 40% de notre activité. Et la culture est un maillon essentiel du tourisme. Ça fait venir les gens, ça fait connaître notre territoire, ça leur donne envie d'y revenir, d'y passer du temps, hormis les paysages magnifiques et tout ce qui va autour de notre territoire. Donc voilà, la culture fait partie intégrante de notre ADN économique. Et pour nous, il est très important qu'on puisse la relancer. De la même manière que la nature est partie intégrante de notre ADN économique. Nous sommes un territoire rural aussi. Donc nous partageons ensemble ce joyau que nous avons la chance de vivre. Et Julie, vous qui êtes chef d'entreprise, une jeune chef d'entreprise, le lien entre la culture et l'économie pour un chef d'entreprise, vous êtes passionné de culture, comment est-ce que vous voyez ce lien entre le chef d'entreprise au quotidien et le monde culturel ? Quand on vit sur des territoires comme nous, c'est un lien indéfectible et essentiel. Donc c'est pour ça qu'on est impatient que ces lieux culturels réouvrent et on est impatient que toute la galaxie économique du Pays d'Arles puisse se remettre en route. Et la culture, elle est forcément, comme le disait le président, un maillon essentiel du schéma. Eh bien, merci de nous avoir prouvé avec tous ces témoignages que s'il y avait bien un territoire sur lequel culture et économie sont indissociablement liés, c'était le vôtre. Merci pour cette séquence, une grande séquence qu'on a donc consacrée à cette relance économique. Et on va conclure maintenant avec une nouvelle séquence sur les rendez-vous de 2021, précédée par un petit jingle. Alors, comme nous l'avons fait tout à l'heure, Julie Escalier et Stéphane Paglia, je vais vous laisser jouer à deux voix cette présentation de vos objectifs 2021 avec peut-être des annonces sur ce que vous prévoyez pour une année qui sera aussi certainement un peu extraordinaire, mais qu'on espère quand même plus tranquille que 2020. Alors, je commencerai cette séquence par un chiffre qui m'a parlé parce qu'on parle d'une morosité ambiante, mais quand même, il se crée des choses sur nos territoires. En 2016, au début de notre mandature, il y avait 11 800 entreprises sur notre territoire. Aujourd'hui, à ce jour, janvier 2021, il y en a 14 500. Donc, il y en a qui ont fermé, il y en a qui ont été reprises, il y en a qui ont été créées. Et je trouve que c'est positif parce que moi, c'est ce que je vous souhaite pour 2021, c'est de créer des entreprises, de créer dans vos entreprises. Et plus que jamais, dans cette année encore un petit peu particulière, je crois qu'il faut nous dessiner quelques perspectives, Président. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes pour 2021 ? Alors, c'est vrai qu'il y a un bon dynamisme économique sur notre territoire, mais dans notre région, on a la chance d'avoir un chef de file économique, la région, et son président, Renaud Muselier, que je remercie parce qu'ils sont souvent à nos côtés. Parce que la Chambre de commerce ne fera rien toute seule. Personne ne fera rien tout seul. C'est bien ensemble
que nous pouvons réussir à relancer l'économie. Donc ensemble avec tous les autres acteurs qui sont nombreux aujourd'hui, qui sont venus avec nous. Et j'en profite pour remercier les organisations patronales, le tribunal de commerce, le conseil des prud'hommes et toutes ces entreprises qui sont là aujourd'hui, qui nous soutiennent. Parce que c'est ensemble, aussi avec les politiques, hein, là, les coms d'agglo, et on en a plusieurs. Donc je vais me permettre de citer leur président, Patrick de Carolis, Hervé Cherubini, excusez-moi, Martine Vassal, parce que nous avons quand même 7 communes dans la métropole Aix-Marseille-Provence qui dépendent de la Chambre de commerce, et bien sûr Corinne Chabot, porteur de Provence. Je prends le temps de les remercier parce que c'est avec eux que nous développons tous les projets qui vont doper notre économie. Les projets d'infrastructure, on parle du contournement autoroutier d'Arles aujourd'hui, je pense que c'est un maillon essentiel. Alors, il ne faut pas le faire n'importe comment, et j'entends les réserves écologiques, les réserves des agriculteurs. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde, mais plus loin que ça, bien sûr que c'est un équipement qui va contraindre, mais on en a besoin. Donc il faut peut-être l'imaginer de façon intelligente et écologique, de la même que la liaison est-ouest sur le nord du territoire qui permettra le redéploiement de notre grande mine du marché de Provence. De beaux événements qui arrivent, qui ne sont pas dus à la Chambre, mais que nous aiderons, que nous soutiendrons. L'inauguration, enfin, de la tour de la Fondation Nouma, qui devrait être un grand moment pour notre territoire, même si on n'en a pas parlé tout à l'heure peut-être. Je l'ai vu dans la presse, mais je crois que Chanel envisage quelque chose du côté des baux. Je pense que ce sera un bel événement. Et puis, bien sûr, des implantations. Nous allons avoir le groupe Nestlé qui va s'installer ici, sur la zone portuaire d'Arles, pour pouvoir distribuer son eau sur le sud de la France. Vous voyez, des projets dynamiques. Et puis, la Chambre qui va être à vos côtés. Aujourd'hui, le mot, c'est à vos côtés. Nous sommes des facilitateurs. Nous sommes là à votre service. Nous ne faisons pas tout. Nous n'avons pas toutes les réponses, mais venez nous voir, nous vous écouterons, nous prendrons le temps d'échanger, de parler avec vous, surtout à ceux qui sont inquiets, surtout à ceux qui vont mal aujourd'hui, parce que je pense à eux. C'est compliqué des fois quand on est seul dans son entreprise, on ne sait plus où donner la tête. Donc venez nous voir, on lèvera un peu la tête, on regardera un peu la perspective. C'était la volonté de ces vœux, de dire voilà, il y a de la lumière devant nous, on va avancer, on va en sortir, on va revivre. Et puis il y a ceux qui vivent bien, parce que on parle de ce qui va mal, mais beaucoup de sociétés vont bien et ont pu se réinventer et profiter de cette crise. Il y a ceux qui sont entre les deux, qu'il faut aider parce que c'est un vrai sujet. Donc voilà tout ce qu'on va faire. La Chambre, en tout cas, nous allons mener des missions d'accompagnement, l'audit numérique. On va vous accompagner dans la transition numérique, dans la transition écologique. Nous serons à vos côtés, tous ensemble. Voilà. Et tous ensemble, ils vont venir vous rejoindre, hein, tous les gens, les élus qui travaillent avec vous, qui sont là et qui vont venir sur le plateau. Julie, c'était une belle réalisation sur beaucoup, Yves, ouais. ce port que vous défendez, dont vous êtes l'élu et qui a continué, je le maintiens, à travailler pendant que nous étions autour de nous sur le plateau. Pendant qu'on faisait de la télé. Voilà donc les élus qui rejoignent le président et la vice-présidente. On va vous souhaiter une très bonne après-midi. Vous remercier d'avoir été nombreux. On n'a pas les chiffres, mais on vous les donnera sur les réseaux sociaux, de nous avoir accompagnés pendant ces vœux, comme le disait le président Paglia, d'un mode un petit peu particulier, mais qui montre que votre chambre de commerce va au contact sur le terrain, se déplace et donc vient vous rencontrer. C'était le but de cette réunion d'aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr la revisionner sur le site de la Chambre et sur la page Facebook. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année.